Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Bienvenue mesdames et messieurs à ce rendez-vous d'information de ce samedi 4 septembre 2021. À la une, les cotisations des membres du parti CNL destinées à la construction d'une permanence nationale de ce parti devraient être collectées au sein des permanences collinaires. Tel est le contenu de la correspondance du ministre de l'Intérieur adressée au président du parti CNL. À la une également, les militaires burundais prestant dans différents camps du pays déplorent le manque d'uniformes et bottines. Ils précisent qu'ils viennent de passer 3 ans sans recevoir de nouvelles tenues. Certains quartiers du chef-lieu de la province Chibitoke manquent d'eau potable depuis plus de 2 mois. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui vous parle de la suspension temporaire des contrats miniers au Burundi. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Un certain Raphaël Nicobamie Doretini Toa a été tué ce vendredi par des personnes non encore identifiées en commune Gahombo de la province Kayanza. Les informations qui proviennent de cette commune indiquent que l'assassinat a été perpétré aux environs de 20 heures lorsque la victime, qui exerçait le métier de transporteur de marchandises sur vélo, rentrait de son travail. En page politique, les cotisations des membres du parti CNR destinées à la construction d'une permanence nationale de ce parti devraient être collectées au sein des permanences collinaires. C'est le contenu de la correspondance du ministre de l'Intérieur adressée récemment au président du parti CNL. Plus de détails avec Elodie Diveremèche. Dans une correspondance que le ministre Gervais Ndirakobucha a adressée au représentant légal et président du parti CNL, Agathon Rwasa, il répondait à la lettre lui annonçant une activité que ce parti effectue actuellement conformément aux lois régissant les partis politiques. Cette activité consiste en la collecte des contributions pour la construction d'une permanence nationale. Dans sa réponse, le ministre Gervais Ndirakobucha a dit que le projet de construction de la dite permanence ne cause aucun problème, mais que la collecte des contributions irrelatives suscite des interrogations et pourrait être considérée comme un harcèlement avec des conséquences imprévisibles que cela pourrait occasionner au sein de la population. Ainsi, le ministre a demandé à Agathon Rwasa que les collectes se fassent au sein des permanences collinaires du parti CNL. Cette réponse du ministre Ndirakobucha est considérée par les membres du CNL comme une forme de perturbation de cette activité en cours, regrette un des membres du CNL qui s'est entretenu avec la RPA. C'est juste la perturbation de nos activités. Premièrement, les permanences collinaires n'existent pas partout. Aussi, il y a des membres qui sont souvent malmenés autour des réunions qui se tiennent à la permanence. Franchement, l'espace politique a été verrouillé car les libertés politiques ne sont plus respectées. Nous avons sollicité à maintes reprises l'ouverture des permanences collinaires dans certaines localités, mais sans succès. Tous les éléments nécessaires pour ouvrir une permanence étaient rassemblés, mais c'était toujours un refus catégorique. Nous dénonçons donc le contenu de cette lettre car il vient nous bloquer dans notre projet. Cette correspondance du ministre Gervais Ndirakobucha a été adressée au représentant et président du parti CNL, Agathon Rwasa, au moment où il est signalé des arrestations des responsables de ce parti dans différentes localités du pays pour la simple raison qu'ils collectent des cotisations des militants du parti CNL qui sont destinés à la construction de la permanence nationale de ce parti. Merci à toi, Eroge Diveremesha. Grogne chez les militaires burundais prestant dans différents camps du pays qui indiquent qu'ils viennent de passer 3 ans sans recevoir de nouveaux uniformes et bottines. Ces militaires signalent que nombreux portent des tenues déchirées. Le point avec Emmanuel Nyungeko.
Les militaires burundais qui œuvrent dans différents camps du pays indiquent que la dernière distribution des tenues et bottines militaires date de juillet 1918, il y a exactement 3 ans. Manque de budget alloué à l'achat de ce matériel ou manque de volonté pour des fins de détournement se questionnent ces forces de défense. L'un d'entre eux raconte. Concernant les bottines, les couvertures et la tenue, la dernière distribution date de juillet 2018, il y a de cela 3 ans. Est-ce qu'ils sont en mesure de nous convaincre qu'il n'y a plus de budget destiné à cette finalité depuis 2018 à 2021? S'il n'y a plus ce budget, il faudrait également l'avouer. Par honte de marcher pieds nus, certains militaires se contentent des bottines réservées aux agronomes, des bottines qu'ils se procurent eux-mêmes. À cet effet, ils demandent d'être éclairés sur cette situation. Il est déplorable de voir un militaire d'une armée régulière qui porte des bottines destinées à un agronome alors qu'il ne l'est pas. Tout simplement, ils achètent pour ne pas marcher pieds nus et nous sommes affectés dans différents coins. C'est honteux de voir un militaire avec un pantalon de sa tenue complètement déchiré. Il faut que les responsables de l'armée en fassent des éclaircissements car cet argent est détourné par une poignée de gens. Contacté à ce propos, le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de l'armée burundaise, nous a raccroché au nez. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons des grognes de ces militaires liés à l'épargne. Merci à toi Emmanuel Nyungeko. En page éducation, un groupe d'enseignants de l'école d'excellence de Mousseigny en province Ngozi demande l'intervention du ministre de l'Éducation pour vider la question liée aux désagréments survenus au cours de délibération. Dans une correspondance lui adressée le 31 août dernier, ces enseignants lui font savoir que jusque-là, le directeur provincial de l'enseignement n'a pas pu résoudre cette question. En conséquence, les élèves n'ont pas encore eu de résultats avérés. Le point avec Eric Nyonzima. Des enseignants qui se sont mis ensemble pour défendre l'intégrité et l'image de l'école d'excellence de Mousseigny sont au nombre de 10. Comme ça apparaît dans les lettres échangées avec les responsables de l'éducation au niveau provincial et au niveau national, ils refusent que des élèves puissent avancer de classe sans le mériter. La lettre la plus récente est celle du 31 août dernier, qui est aussi la deuxième adressée au ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique François Habyarimana. Dans cette lettre, ces enseignants demandent au ministre de l'Éducation de prendre en main cette question pour trouver une solution au problème qu'ils opposent au directeur de l'école d'excellence de Mousseigny à Beniavos. Ces enseignants l'accusent d'avoir validé des réunions de délibération en violation du règlement scolaire. Dans la lettre du 8 juillet, ces enseignants demandent au ministre d'intervenir pour que les élèves avancent de classe sur mérite. Selon eux, les points que le directeur a donnés à ses élèves ont été parachutés, surtout que les feuilles d'examen sont toujours dans les mains de ces enseignants. Dans sa lettre de réponse du 13 août dernier, le ministre demandait aux enseignants de saisir le directeur provincial de l'éducation, mais ce dernier leur a suggéré de renouer les bonnes relations avec leurs supérieurs, surtout que pour lui, le temps de recours était déjà écoulé. Pour des enseignants abandonnés de se battre pour réduire la qualité de l'enseignement et tenir l'image de l'école d'excellence. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire, ces enseignants demandent avec insistance au ministre de tutelle de ne pas négliger ce problème afin de préserver la bonne initiative de création d'écoles d'excellence et de produire des lauréats intelligents. La rédaction de la RPA a contacté Abbé Victor Niavose, directeur de l'école d'excellence de Mousseigny, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Nous avons aussi contacté François Habyarimana, ministre de l'Éducation et de la Recherche scientifique, à ce propos, mais il n'a pas répondu à son téléphone. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. En page société, certains conducteurs de moto de la capitale politique Gitega ne respectent pas le nombre de passagers à transporter. Les habitants de cette localité dénoncent qu'une moto peut transporter 3 à 4 passagers. Ils demandent à la police de roulage de ramener à l'ordre les conducteurs qui enfreignent à la loi de la circulation routière. Le point avec le vice-Niyomunge. Dans la ville de Gitega, la capitale politique, les habitants se plaignent qu'ils craignent actuellement de se déplacer à moto du fait que certains conducteurs de moto transportent plus de passagers que prévu. De plus, il faut ouvrir des policiers de roulage. L'un des passagers raconte. Ici, dans la ville politique de Gitega, nous voyons constamment des motards
qui transporte 3 ou 4 passagers et roule à grande vitesse. Nous craignons alors que cela peut causer des accidents. Il en faut pour gagner plus d'argent sans toutefois penser à la vie des passagers. Ainsi, nous sommes beaucoup attristés de voir que la police assiste à cette situation sans réagir. Cet habitat de la ville de Gitega demande à la police chargée de réguler la circulation routière de se ressaisir afin de mettre en place des mesures contraignantes qui peuvent amener les conducteurs de moto à respecter le code routier qui les régit. Toujours en province de Gitega, certains des commerçants de boissons de la Braroudi renoncent d'ores et déjà à ce métier. Ils indiquent qu'ils ne savent pas comment gérer la situation occasionnée par la pénurie continue de ces boissons. Quant aux consommateurs, il devient de plus en plus difficile à affronter les prix de ces boissons qui grimpent de jour au jour. Toutes les deux catégories demandent à la Braroudi de réagir face à ce problème. Le détail avec Aimable Nishim. Cette pénurie de boissons de la Braroudi est signalée sur tous les produits de cette entreprise, mais surtout l'Amstel, la Primus et la Fanta. Les commerçants de ces boissons regrettent le fait de passer des heures et des heures à sillonner les rues à la recherche de produits Braroudi, mais pour finalement rentrer bredouille. Une situation qui perturbe leur métier, souligne-t-il. Ils sont des fois dans l'obligation d'alterner les jours de travail. Ainsi donc, certains commerçants ont préféré abandonner le dit commerce. Nos sources dans la province de Gitega indiquent que les conséquences sont multiples chez les commerçants qui parviennent à peine à faire survivre leur famille ou encore payer le loyer tant au service qu'à la maison. Actuellement, l'Amstel et Primus, qui sont les boissons les plus sollicitées, ne sont plus disponibles. Selon notre source à Gitega, l'Amstel coûte 2300 au lieu de 1900 francs. La boisson Primus coûte entre 1600 et 1800 francs au lieu de 1500. Quoique ces commerçants sont chaque fois taxés d'amende, reprochés de spéculation, aucune répercussion sur les prix n'a été enregistrée. Commerçants et consommateurs demandent conjointement à la Braroudi et au gouvernement de faire tout ce qui est à leur responsabilité pour que ces boissons soient disponibles à des prix raisonnables et officiels. Grogne chez les habitants du quartier Kizingwe Bihara de la zone Kanyosha dans la municipalité de Bujumbura. Pour cause, ils ne sont pas alimentés suffisamment en courant électrique. Et au cas contraire, l'électricité est servie avec une surintensité qui endommage cette fois-ci leurs appareils électroménagers. Ils demandent ainsi à la Régie des eaux de régler ce problème. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Le système de délestage n'a apporté aucune amélioration dans l'alimentation du courant électrique, regrettent les habitants de la zone Kanyosha dans la municipalité de Bujumbura. L'un de ces habitants s'est entretenu avec la RPA. À Kanyosha, l'électricité s'est interrompue hier à 16 heures. Même avant-hier, le courant électrique s'est coupé pendant que je travaillais. De même qu'ici, à Nyabugete, à Kajiji et à Kanyosha, partout il n'y a pas de courant. Autre indignation chez les habitants de Nyabugete, s'il advient que l'électricité soit servie, la surintensité endommage leurs outils. Une fois que le courant est débloqué, il est doté d'une grande force et détruit nos appareils. Les téléphones branchés, les postes téléviseurs ou les frigos, les radios et tous les appareils électroménagers ou encore ceux des salons de coiffure sont endommagés. Actuellement, nous sommes au stade de réparation de nos matériels détruits sans toutefois qu'on soit indemnisé. Nous demandons seulement à la Régie des eaux de nous alimenter suffisamment en courant électrique. Les habitants du quartier Nyabugete de la zone Kanyosha ne plaident que pour la résolution de ce problème auprès de la Régie des eaux. Merci à toi aussi Marie-Ange. Il a causé toujours en page société manque d'eau potable dans certaines localités du chef-lieu de la province de Chibitoke depuis plus de 2 mois. Les habitants de cette ville demandent à la Régie des eaux de procéder à une alternance dans la distribution d'eau pour que tous les quartiers soient servis. Le point avec Francine de Mahor. Certains habitants du chef-lieu de la province de Chibitoke disent qu'il y a une pénurie d'eau potable. Ce manque d'eau s'observe dans certaines localités il y a plus de 2 mois. Ces habitants ajoutent que même le peu d'eau disponible l'aile est distribuée pendant les heures avancées de la nuit. Nous puisons à la 5e. Zéro dans
caniveau. Ces habitants du chef-lieu de la province de Cibitoke demandent aux autorités habilitées d'alterner la distribution d'eau potable afin que tous les quartiers puissent bénéficier de l'eau potable. Sinon, ils risquent d'attraper les maladies liées aux mets salés. Avec le peu d'eau disponible, il faut qu'on planifie l'horaire de distribution. Si par exemple, le quartier social est approvisionné en eau potable de 6 heures jusqu'à 8 heures, le quartier Boussiko pourrait avoir l'eau de 8 heures à 10 heures et ainsi de suite avec les autres quartiers. Si cela n'est pas fait de cette manière, nous risquons d'attraper les maladies des messages car pour le moment, nous puisons l'eau sale des caniveaux, des eaux qu'on ne peut même pas utiliser pour laver des habits. Les administratifs en commune Rugombo indiquent qu'ils sont au courant de ce problème de manque d'eau potable et promettent de le régler dans 2 semaines. Merci à toi aussi, Francine Mahoro. Après cette petite transition, c'est le mini-magazine au cœur de la société. RPA. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlons de la suspension temporaire des contrats miniers au Burundi. Emile Niwasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Depuis plus de 2 mois, le gouvernement du Burundi suspend provisoirement les contrats avec les sociétés minières. Quelles sont les conséquences liées à ces suspensions? Qu'en disent les experts en économie? Voici les principales questions auxquelles le mini-magazine au cœur de la société de ce 4 septembre 2021 va tenter de répondre. Vous êtes avec Emile Niwasumba. Avant les suspensions provisoires des contrats miniers par le gouvernement du Burundi, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni avait laissé entendre que certaines sociétés minières, comme Rainbow Rare Earth Limited, ne déclaraient pas les chiffres exacts de leur production. Dans la correspondance du 24 juin 2021, portant suspension provisoire de l'exploitation minière adressée à Rainbow Rare Earth Limited, le ministre en charge des mines a signalé que les 2 parties doivent d'abord faire de nouvelles négociations. L'analyste en économie Faustin Ndikumana indique qu'un audit était nécessaire avant toute décision de suspension. Il faut un audit transparent pour voir les manquements, les manquements et dans son contrat qui avait été signé auparavant. Si c'était un contrat qui avait des vices, si c'était un contrat qui ne permettait au Burundi d'avoir un bénéfice réel, donc ils font un rapport transparent sur les manquements liés au procès de signature de ce contrat antérieur. L'article 23 des conventions entre le gouvernement et Rainbow Rare Earth Limited donne le droit au gouvernement de suspendre l'exploitation minière tout en se conformant aux dispositions du code minier. Faustin Ndikumana évoque des conséquences probables de ces suspensions. Cette suspension unilatérale et des contrats miniers par le gouvernement est une arme à double tranche parce que quand le secteur commence à avoir des litiges, il est difficile de continuer à investir dans ce secteur. Et aussi, il y a risque de tenir l'image du Burundi au niveau des investisseurs étrangers, disant que dans ce pays, le gouvernement peut suspendre unilatéralement un contrat signé de façon souveraine. Donc, j'imagine que là aussi, le rôle de la justice, le rôle de la protection des investisseurs peut aussi, il peut y laisser des plumes. Et vous vous souvenez que même en 2003, le gouvernement avait aussi suspendu unilatéralement un contrat minier qu'il avait avec une société qui exploitait de l'eau. À l'époque, je crois que le Burundi avait payé des pénalités de 5 millions de dollars. Donc, il faut avoir attention de ces mesures. Et au niveau des conséquences, je crois que si le secteur minier commence à avoir des litiges, ça veut dire qu'on pourra passer beaucoup de temps sans toutefois l'exploiter. Ça veut dire que les investisseurs étrangers pourront afficher des réserves pour venir
investir dans ce secteur au Burundi. Ça veut dire que ce secteur ne pourra plus contribuer dans le PIB du pays et ça va affecter la croissance économique. Parce que vous savez que même si on dit que le secteur agricole est le secteur qui va permettre le décollage économique du Burundi, je ne crois pas qu'à lui seul, il peut faire des miracles de développement de lutte contre la pauvreté. Le secteur agricole doit être soutenu par d'autres secteurs parce qu'actuellement, il contribue à 40% du PIB. Et je crois que le secteur services, tourisme, mines, sont des secteurs qui pourraient vraiment doper l'économie burundaise. Si alors on passe du temps à que ce secteur puisse contribuer dans le PIB, ça va enfoncer le pays dans la pauvreté. Et vous savez, mais ces problèmes liés aux devises, et le Burundi est l'un des pays qui exporte peu de choses au monde, donc c'est un problème et il faut vraiment y aller avec prudence. Même si certains députés estiment que les chiffres déclarés par le gouvernement sont inférieurs à la vraie production, dans le budget de l'État, exercice 2021-2022, les recettes liées à l'exploitation minière sont estimées à environ 3,5 milliards de francs burundais. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance, Faustin Ndikoumana demande au gouvernement de chercher les médiateurs. Et j'imagine que le gouvernement devrait jouer de la transparence, chercher une médiation internationale, surtout une médiation de la part des maisons comme l'ITIE. Et l'ITIE, vous savez, depuis longtemps, on avait demandé au gouvernement du Burundi d'adhérer à l'ITIE parce que l'ITIE, c'est une maison qui a beaucoup d'expertise et qui assiste les pays pauvres, surtout au moment de signature des contrats, pour que ces derniers ne signent pas des contrats déséquilibrés. Et donc, cette médiation pourrait permettre à ce que la confiance remonte. Donc, il pourrait encore assister justement au niveau de cette expertise. Et dans le futur, on voudrait que, après avoir mis de la transparence dans le processus de marché, le gouvernement pourrait alors signer des contrats de façon transparente. Utiliser, plutôt faire recours à des experts qui pourraient l'assister. Sinon, si on continue à signer des contrats dans l'opacité, des problèmes du genre pourront toujours surgir et pourront toujours causer un tort à l'économie du pays. Selon l'article 51 des conventions entre le gouvernement du Burundi et la société Rainbow Rare Earth Limited, en cas d'échec du règlement à l'amiable, les parties font recours à l'arbitrage conformément à la procédure de la Chambre arbitrale de Paris. Le droit applicable sera le droit burundais selon l'alinéa 3 du même article et selon l'article 53. Pendant toute renégociation de la Convention, celle-ci continuera à être en vigueur dans toutes ses dispositions jusqu'à la signature d'un accord écrit la modifiant. Et les activités d'exploitation régies par la Convention se poursuivront normalement sans aucune modification, suspension ou interruption. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 4 septembre 2021. Au micro, vous étiez avec Emile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, c'était Onésime Dushimagizé. Je vous souhaite de passer un beau week-end.